Raja Chatila, bonjour. Bonjour. Professeur à la Sorbonne Université, vous êtes une figure éminente de l'intelligence artificielle, de la robotique et de l'éthique. Vous êtes inquiet de la direction que prend le développement de l'intelligence artificielle et vous avez notamment signé la lettre ouverte lancée par le Future of Life Institute qui demandait à tous les laboratoires d'IA de suspendre immédiatement et pendant au moins 6 mois le développement des IA les plus puissantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez décidé de signer cette lettre ? Alors, il faut se souvenir que ChatGPT a été lancé au grand public, parce qu'il existait avant, bien sûr. GPT, c'est un système d'apprentissage d'IA générative, donc on savait très bien de quoi il s'agissait. Mais OpenAI a décidé de lancer au grand public donc ChatGPT, un agent conversationnel basé sur la version de l'époque de GPT, donc c'était GPT-3 puis 3.5. Et c'était quand même un tournant parce que c'était la première fois, je crois, enfin l'une des premières fois, mais vraiment une situation assez quand même exceptionnelle dans l'histoire de l'IA où le grand public avait accès à un système aussi puissant, capable de répondre à toutes les questions. Et évidemment, le fait que ce soit en langage naturel, en plus, facilite l'accès. On n'a pas besoin d'être spécialiste pour l'utiliser. Et on peut lui poser n'importe quelle question, il va répondre. Et parfois, les réponses étaient assez impressionnantes par leur qualité et leur style. Donc, ça a provoqué un engouement du grand public, sans que le public soit effectivement au courant des limitations inhérentes pas seulement à ChatGPT d'ailleurs, enfin à tous les systèmes d'IA générative. Je dis c'est inhérent parce que c'est dû à leur conception, la manière dont ils fonctionnent, hein, qui est statistique. Et donc le fait qu'il y a des limitations qui sont qui font qu'il faut vraiment être très précautionneux dans la manière d'interpréter ces réponses. Mais donc on avait, c'était le 30 novembre 2022 que le système a été lancé. Et cette lettre dont vous parlez date de mars 2023, donc quelques mois plus tard, justement à cause de l'étendue, disons, des réactions et de l'usage, et de nouveau sans que le grand public et même les utilisateurs plus professionnels, par exemple des journalistes, réalisent effectivement que parfois les réponses étaient plutôt douteuses. Et le fait est que certaines personnes donc, qui ont initié la lettre ont pensé qu'il fallait quand même alerter sur ces limitations et poser les problèmes. Alors moi, je ne suis pas l'un des initiateurs, je suis que signataire, enfin on m'a proposé de signer. Et je crois que l'idée était effectivement qu'il fallait prendre d'abord des mesures pour assurer la sûreté de fonctionnement de ces systèmes, la qualité des réponses, voire mettre en place une gouvernance de l'utilisation de ces systèmes. Ça ne va pas les jeter comme ça à la disposition sans précaution. Et donc je pensais que c'était effectivement opportun de signer cette lettre, sachant que je n'étais pas dupe du fait qu'elle n'aurait pas d'effet sur effectivement le développement et la diffusion des systèmes, parce que je pense que c'est impossible pour les acteurs de vraiment s'autoréguler eux-mêmes. C'était avant tout un acte médiatique ? Donc c'était surtout effectivement un acte médiatique pour provoquer une prise de conscience. Et d'ailleurs, ça a eu cet effet-là, puisque effectivement les médias ont commencé à réagir. Il y a eu aussi je parle des médias, toutes sortes de médias. Je parle de journaux, de radio, de télé, mais aussi les médias sociaux. Donc il y a eu ça a commencé à réagir un peu.
Ce qui fait qu'effectivement, il y a eu cette prise de conscience sur les limitations de ces systèmes, mais ça n'a pas eu d'effet sur ce qui avait été dit, à savoir mettre en pause pendant 6 mois. Néanmoins, et ça c'est intéressant, on est aussi à cette époque-là dans une situation où, en Europe, on discutait du règlement européen sur l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le AI Act. Et donc, ça a eu aussi un effet sur ces discussions, parce que les participants au débat démocratique au Parlement ou dans les instances européennes, eux aussi, ils ont été un peu plus, disons, alertés sur ces questions-là. Et donc, je pense que ça a eu une influence de ce côté-là aussi. Et voilà, donc c'est pour ça que je l'ai signé sans illusion, mais avec la volonté d'éveiller un peu l'attention des utilisateurs et des décideurs sur le sujet. Je comprends. Et cette lettre que vous avez signée parle de certains risques, comme par exemple une perte de contrôle de la civilisation. D'autres experts en IA parlent même d'extinction de l'humanité par l'IA. Est-ce que c'est des risques que vous prenez au sérieux ? Il faut mieux définir ce qu'on entend par perte de contrôle. Et je vous réponds tout de suite que je ne crois pas à l'extinction. D'ailleurs, je n'ai pas signé un autre appel, qui était signé par beaucoup moins de personnes d'ailleurs, sur ce risque d'extinction. Parce que je n'y crois pas, mais je peux développer. Donc d'abord, la question du contrôle. Un outil technologique, c'est un outil qui doit être contrôlé par les êtres humains qui l'utilisent et cadré par des lois, par des règlements, par des standards, par des moyens, disons, qui font que les réalisateurs de cette technologie ont des limites. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, parce que la technologie en question, quelle qu'elle soit, peut avoir des conséquences et des impacts négatifs, et qu'il faut l'utiliser d'une certaine manière. Donc là aussi, il faut que ce soit très clairement dit et fait. À l'usage, il y a aussi le développement, donc. Et que donc on ne peut pas, alors qu'on sait justement qu'il y a des problèmes particuliers avec l'IA, mettre sur le marché, même si c'est gratuit, des dispositifs comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est la perte de contrôle ? La perte de contrôle, c'est qu'on utilise ces systèmes pour faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas en mesure de répondre correctement. Donc, si on commence à utiliser ChatGPT, par exemple, pour lui poser des questions, mettons, d'ordre médical, eh bien, il ne faut surtout pas suivre ses conseils. D'ailleurs, après, il y a eu des filtres, etc., qui fait qu'il conseille toujours de voir un médecin, etc., mais quand même, c'est pas la question. Donc, je crois que la perte de contrôle, ça veut dire, finalement, d'une certaine façon, être incapable de contrôler véritablement ce que le système fait et contrôler au sens aussi maîtriser ses limitations, comprendre qu'il y a des limitations, qu'il y a des choses qu'il ne sait pas faire, qu'il ne peut pas faire, et qu'il n'est pas donc qu'il est dangereux même de l'utiliser pour cela. Mais les gens ne sachant pas, il y a, dans ce sens, il y a un autre aspect de la perte de contrôle que je pense est réaliste, et un troisième aspect que je pense non réaliste. L'aspect que je pense réaliste, c'est que le système, à cause de ses limitations, ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, fait autre chose. Donc, en particulier, ça c'est connu, phénomène connu par exemple pour les systèmes d'apprentissage par renforcement, ce qu'on appelle le reward hacking, c'est-à-dire le système d'apprentissage par renforcement fonctionne avec le principe que si le système fonctionne d'une manière qui le rapproche du but ou qui lui permette d'accomplir l'objectif, il est récompensé, et sinon il est puni, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il reçoit une
récompense négative. La récompense, c'est juste un nombre. Hein. La notion de récompense est humaine. Mais le résultat, c'est que, en fait, on a un système d'optimisation, c'est ça le principe. On va optimiser une fonction mathématique. Et cette fonction mathématique n'exprime pas nécessairement exactement ce qu'on voulait que le système fasse, n'exprime pas non plus ce qu'on voulait qu'il ne fasse pas. Et donc, en fait, c'est une sorte d'abstraction relativement simple de ce que le concepteur voulait faire, mais qui est réduit à une équation mathématique qu'on est en train d'essayer d'optimiser. Et le résultat, c'est que le système d'optimisation qui est sous-jacent peut, et ça arrive en fait très souvent, parce que quand on développe de tels systèmes, on voit bien qu'il faut les orienter pour que le résultat soit acceptable. Donc, ce qui se passe, c'est que le système va effectivement optimiser la fonction, mais pas faire exactement ce qu'on voulait qu'il fasse, et parfois, chemin faisant, il fait des choses qu'on voulait surtout qu'il ne fasse pas. Et donc, ça signifie qu'il peut effectivement faire des choses qui sont incontrôlées et qui sont dangereuses. Et comme on utilise l'apprentissage par renforcement pour beaucoup de systèmes, il y a le test de fonctionnement n'est pas non plus tout à fait trivial parce que c'est statistique. Donc il y a des cas qui peuvent échapper au test. Et ça aussi, c'est un danger. Donc, perte de contrôle, disons, par stupidité du système, pas parce qu'il est super intelligent. J'avais vu notamment un exemple dans lequel des chercheurs en intelligence artificielle voulaient qu'un système arrive à la fin d'un jeu et optimise au plus, finalement, le nombre de pièces qu'il pourrait avoir en arrivant à la fin du jeu. Et le système, plutôt que de faire le chemin classique et d'arriver à la fin de la partie, a trouvé une sorte de bug du système qui a fait que il tournait en rond à ramasser des pièces, le plus possible de pièces, sans jamais arriver à la fin du jeu, alors que les chercheurs voulaient que le système arrive à la fin du jeu. Mais étant donné qu'on l'avait programmé pour qu'il récupère le plus de pièces possible, mais faisait quelque chose qu'on avait absolument, qui était inattendu de la part des humains, juste pour maximiser ce nombre de pièces, quoi. Voilà, ça c'est un exemple très parlant, effectivement. En fait, le système ne sait même pas ce que c'est que le jeu, quoi. Il ne fait que suivre les règles qu'on lui a fournies. Et si parmi ces règles, il n'y en a pas une qui dit spécifiquement qu'il faut jouer le jeu, eh bien oui, il va maximiser la récompense et ça peut se traduire par des actions non souhaitées. Donc merci pour cet exemple. Alors, il y a le troisième aspect qui est... donc ça, je disais, c'est par stupidité en quelque sorte. Enfin, stupidité au sens où le système optimise, quoi, bêtement, sans comprendre finalement ni le contexte, ni le véritable objectif. Et la troisième possibilité pour cette question de perte de contrôle, c'est que le système sciemment décide de lui-même donc que en gros il est mieux placé pour décider l'avenir de l'humanité et que donc c'est lui qui va dorénavant contrôler l'humanité, voire l'éliminer, pourquoi pas, parce qu'elle peut aussi le gêner. Donc ça se rapporte peut-être au deuxième cas, c'est-à-dire celui de l'optimisation, tout simplement parce qu'on lui a oublié qu'il faut maintenir les êtres humains en vie et heureux, etc. Mais en même temps, ça signifie aussi que son objectif, finalement, n'est pas le bien-être de l'humanité ou sa progression, mais son objectif qu'il essaye de poursuivre est différent. Et l'humanité n'est qu'un facteur là, sur lequel il peut jouer le cas échéant. Alors, cet aspect-là, je n'y crois pas trop, je dois dire. À quoi je ne crois pas, c'est que sciemment, et non pas par erreur, enfin, pas, quand je parle d'erreur, c'est pas que le système commette une erreur, mais que le cas de l'optimisation, là, où on n'a pas tout spécifié, etc., c'est pas complètement indépendant, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que finalement, on réalise une sorte de super intelligence qui, eh bien, toute chose étant considérée, décide de prendre le pouvoir sur l'humanité ou l'éliminer.
Et c'est ça le risque d'extinction, l'une des possibilités de risque d'extinction dont il est question. Ça, je n'y crois pas parce que je pense que la réalisation d'un système d'intelligence artificielle générale, parce que c'est aussi ça dont il s'agit, hein, en anglais AGI, Artificial General Intelligence, donc qui est quoi quelle est la définition de l'intelligence artificielle générale par rapport à ce qu'on fait par ailleurs? C'est un système d'intelligence artificielle d'un niveau général, c'est-à-dire pas spécifique, spécialisé dans tel ou tel problème, mais aussi de niveau humain, c'est-à-dire de niveau ou surpassant le niveau humain. Et à ce moment-là, on va parler de superintelligence. Un tel système, évidemment, s'il existait, étant donné sa capacité d'intelligence, pourrait se développer de lui-même et devenir encore plus intelligent, et donc sans contrôle humain, donc perte de contrôle, et se développant lui-même, il va aller dans des directions qu'on ne maîtrise plus et qu'on ne connaît pas a priori. Je pense que s'il y a un véritable danger issu de l'idée que le système va optimiser bêtement, c'est pour ça que je dis c'est plutôt par stupidité, c'est-à-dire sans comprendre les enjeux, le contexte, etc. Ça, il y a un véritable danger là d'utiliser des systèmes finalement qui sont, à la limite, je dirais, mal conçus. Hein. Le système va optimiser bêtement parce qu'on n'a pas spécifié correctement et la méthode fait que ça se passe comme ça, et puis on n'a pas mis non plus les vérifications, le contrôle au sens contrôle des systèmes, c'est-à-dire vérifier les résultats, ça veut dire être capable de, par exemple, faire des systèmes redondants, enfin tout ce qu'on fait dans le développement des systèmes dits sûrs de fonctionnement. Bon, eh bien là, le système peut dysfonctionner, mais que sciemment, c'est le mot important ici, hein, c'est que tout en ayant bien réfléchi et tout en ayant bien tout considéré, il décide d'éliminer l'humanité. Ça, je ne vois pas comment faire, comment réaliser un tel système. Alors, on peut toujours en parler, bien sûr. On peut toujours dire le danger est tel qu'il faut anticiper. Et donc, ça devient un sujet important. Je veux bien sûr, reconnaître que c'est un sujet dont il faut discuter. Mais il ne faut pas que ce sujet en quelque sorte, gomme ou réduise l'importance des vrais problèmes actuels posés par le développement, l'usage, etc., des systèmes d'IA, qui sont tout à fait bien connus et pas maîtrisés. Donc, par exemple, la désinformation, l'utilisation de l'IA pour la désinformation. Alors, bien sûr, il y a des gens derrière qui font ça, mais l'IA, ça devient un outil pour faire, avec en plus la propagation par les médias sociaux, ça devient un danger de perte de contrôle, si on veut, parce que ça met en cause la démocratie, ça met en cause la vérité, parce que chacun peut dire ce qu'il veut et propager ses informations, on peut fabriquer et propager des informations, etc. Ça, c'est un danger réel. Ce n'est pas l'IA qui a décidé de faire ça sciemment. Un autre danger, c'est... je veux dire simplement que c'est un danger réel qui va mener, si ça se poursuit comme ça, à une dislocation du tissu social, à une destruction de la démocratie, parce que ça n'aura plus de sens. C'est déjà en partie ce qu'on voit d'ailleurs. On voit, voilà. Donc c'est un risque avéré, en quelque sorte, sur lequel il faut qu'on travaille pour trouver des mécanismes qui sont... Les solutions ne sont pas seulement techniques, et elles sont aussi surtout de gouvernance, de régulation. Il y a aussi l'impact écologique de l'IA, évidemment. Enfin, si on poursuit l'idée de grands centres de calcul et d'utilisation de ressources pour faire tourner des systèmes de plus en plus puissants et les construire surtout, hein, je veux dire l'apprentissage, etc. Là aussi, il y a un risque parce qu'on est dans une situation déjà critique du point de vue climatique, par exemple, et biodiversité et d'utilisation de ressources. Il y a la question qui est
inévitablement des biais, puisqu'on utilise des données et que ces données contiennent évidemment déjà des biais en elles-mêmes, au sens où elles peuvent être représentatives de certains biais sociaux, mais aussi parfois les données ne sont pas de bonne qualité, c'est-à-dire elles sont mal choisies ou elles sont insuffisamment représentatives du sujet qu'on veut traiter. Donc le résultat est biaisé. Et quand il s'agit de biais concernant les êtres humains, ça devient de la discrimination. Et là, il y a un problème aussi. On peut aussi utiliser l'IA pour réécrire l'histoire. Parce qu'on peut générer, là aussi avec l'IA générative, on peut produire des textes, on peut fabriquer même des sources et les propager. Donc ça, c'est de la désinformation, mais c'est de la désinformation sur l'histoire. Ce que je trouve presque plus dangereux, parce que quand on a une histoire fausse, c'est ce que certains régimes autoritaires essayent de faire. Réécrire l'histoire, c'est la meilleure manière de rendre les gens en fait ignorants de ce qui s'est vraiment passé, et donc d'être condamnés à répéter et à ne pas tirer les leçons du passé. Réécrire l'histoire, ça veut dire aussi biaiser l'histoire dans un certain sens. Enfin, ça, c'est des vrais dangers. Et ce n'est pas le fait de l'IA en tant que décideur de ces effets-là, c'est l'IA en tant qu'outil pour que des personnes, finalement, propagent ces désinformations ou enfin tous les sujets que j'ai évoqués. Tout à fait. Mais alors là, les gens vont vous dire, oui, mais alors ce n'est pas l'IA le problème, c'est l'utilisateur finalement. L'IA n'est qu'un outil, elle est neutre, comme toutes les autres technologies, et c'est à l'utilisateur de choisir de faire le bien ou le mal avec cet outil. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Alors, d'abord, je ne pense pas que les technologies soient neutres. Je pense que les technologies ne se développent que parce qu'on a décidé de les développer, celles-ci et pas d'autres. Parfois, c'est pour résoudre des problèmes très concrets qui font finalement progresser évidemment l'humanité, mais qui nécessitent aussi d'être développés avec certaines contraintes. Contraintes au sens qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc, je parle du développement, pas de l'usage, là. Et donc, le développement de la technologie lui-même contient des risques en puissance. Et si on va dans une direction ou dans l'autre, ben, on n'obtient pas la même technologie, le même résultat. Donc, je vais prendre un exemple sans doute assez fréquent, qui est l'aviation. Le développement de l'aviation, depuis donc le début du XXe siècle, a connu beaucoup d'étapes de progrès. Il y a eu bien sûr des avions qui sont tombés, mais aujourd'hui, on a abouti au développement d'une technologie. Donc ça, ce n'est pas les utilisateurs, c'est le développement de la technologie qui présente une sûreté de fonctionnement extrêmement élevée. Je parle d'avions de ligne, par exemple, et je parle donc des systèmes informatiques qui contrôlent l'avion. Donc un pilote automatique, par exemple, qui est un système informatique basé sur les lois de l'automatique pour contrôler l'avion, eh bien, on a développé des méthodes de sûreté de fonctionnement. Ça a été l'un des moteurs, disons, de ce domaine-là de l'informatique, de sûreté de fonctionnement pour assurer à la fois dans la qualité des programmes, la vérification, la validation, l'architecture du système, la redondance, etc., trouver des méthodes pour rendre donc l'avion de ligne ou son système informatique extrêmement sûr. Les chiffres peuvent varier, mais on dit que la probabilité pour que le système ait une défaillance
catastrophique, c'est-à-dire une défaillance qui fait chuter l'avion, est de l'ordre de 10 puissance moins 7, c'est-à-dire de l'ordre de 1 sur 10 millions. Donc, c'est pour ça que parfois il y a des accidents, bien sûr, mais c'est souvent des questions de contrôle de pilote, enfin un malentendu en quelque sorte entre l'interface du système et le pilote. On voit ça, ou bien de trafic aérien, etc. C'est pas le système informatique de l'avion qui est en panne. Donc, cela dit que le développement de la technologie doit contenir les méthodes qui rendent cette technologie sûre. Et ce n'est pas juste l'usage. Évidemment, un pilote incompétent peut faire tomber un avion. Ça, c'est l'usage, si vous voulez. Mais en désactivant, par exemple, toutes les sécurités, c'est possible. On peut aussi penser à comment empêcher cela, techniquement parlant. Enfin, bon, c'est pas le but, parce que le but, c'est que le pilote doit être aux commandes, doit toujours décider, parce que lui, c'est un être humain, il est capable d'interpréter la situation plus que des capteurs. Et les capteurs ne captent pas tout, d'ailleurs. Donc, pour fermer la parenthèse sur l'aviation, donc, ce que je veux dire, c'est que la technologie, elle va dans un sens. On a besoin de développer des avions de ligne, donc, et non pas des bateaux, par exemple. Donc, il y a des choix. C'est pas neutre. Si aujourd'hui, pour des raisons climatiques, par exemple, on décide que l'aviation civile doit s'arrêter, ça veut dire qu'il faut trouver une alternative. Donc, on va aussi mettre des financements vers d'autres technologies qui peuvent permettre que les gens voyagent, ou que les biens, les marchandises voyagent. Elles voyagent déjà par bateau, mais pour aller de plus en plus vite, d'une manière de plus en plus sûre, etc. Donc, c'est l'orientation du développement technologique. Bien sûr, quand c'est très, très proche, disons, de la science fondamentale, et parfois la science fondamentale peut directement identifier une sorte d'application. Là, c'est effectivement quelque chose dont on peut parler de neutralité en quelque sorte, même si les choix des sujets scientifiques aussi ne sont pas toujours neutres. Mais en général, le développement technologique prend du temps et il y a des choix. Et à chaque fois, ces choix ne sont pas neutres. Ils sont aussi, entre autres, pilotés par le financement. Le financement, donc, c'est des décisions humaines. Et donc, le résultat n'est pas neutre non plus. Hein. On va dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'on parle trop souvent de la technologie comme finalement une sorte de force extérieure qui s'imposerait à nous, alors qu'on oublie que ce sont les humains qui créent la technologie et qui peuvent l'orienter. Absolument, c'est tout à fait vrai. C'est toujours les humains qui orientent les choses et la technologie n'est pas une fatalité, ou telle technologie non plus n'est pas une fatalité. Il y a des choix qui sont faits. Et en particulier pour l'IA, il y a des choix qui sont faits. On met des milliards aujourd'hui sur cette technologie. On pourrait mettre les milliards, autant de milliards, sur d'autres approches, d'autres sujets. Et qui se développerait aussi à ce moment-là autrement, parce qu'on mettrait plus de moyens dessus. Et donc ça, c'est des choix humains, effectivement. Alors après, ça ne veut pas dire que l'utilisateur n'a aucune responsabilité, évidemment. On donne souvent l'exemple du couteau. Avec un couteau, je peux découper une carotte et je peux tuer quelqu'un, le cas échéant. Donc là, on dit le couteau est neutre, c'est l'utilisateur. Oui, mais le couteau permet cela. Et on cadre à ce moment-là les choses par la loi. C'est-à-dire, d'abord, on donne des spécifications sur les couteaux de cuisine, sur la solidité de la lame, par exemple, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres couteaux qui sont dangereux, mais vous voyez, déjà, pour éliminer quelques accidents, on va modifier la technologie elle-même. Et puis, d'autre part, on fait une loi qui traite de l'utilisation de la technologie. Donc, aussi bien la conception, la réalisation, que l'utilisation. L'utilisateur n'est pas non plus neutre, et lui aussi, il doit être cadré dans son utilisation, bien sûr.
Donc, par exemple, la voiture, le constructeur, on lui demande de mettre des airbags, mais le conducteur, on lui dit de ne pas rouler vite. Enfin, on lui impose de ne pas rouler vite. Et c'est en conjuguant ces deux aspects qu'on aboutit à moins d'accidents de la route. Je me permets de faire une petite pause dans votre écoute pour vous rappeler que ce podcast n'est pas rentable. Chaque épisode me fait perdre de l'argent et mes réserves s'épuisent petit à petit. Si vous souhaitez assurer la pérennité de mon projet, vous pouvez le soutenir financièrement sur Tipeee, PayPal ou Patreon. Les liens sont en description. Vous parliez de l'industrie de l'aviation qui a un niveau de sécurité probablement des dizaines de fois supérieur à celui de l'intelligence artificielle. Est-ce que, de façon plus générale, vous pensez que le domaine de l'IA devrait s'inspirer d'autres industries pour créer des normes de sécurité plus robustes que celles qu'on a aujourd'hui? Je pense que oui. Et je pense que, si vous voulez, ce qui s'est passé, le phénomène suivant. Dans le temps, c'est-à-dire quand on développait surtout des systèmes d'IA dits symboliques, c'est-à-dire avant 2012 en gros, ces systèmes étaient développés et permettaient d'intégrer un niveau de sûreté de fonctionnement. On faisait des systèmes basés sur des modèles, on faisait des systèmes de vérification et de validation, etc. La question a commencé à se poser déjà à l'époque pour les systèmes dits autonomes, c'est-à-dire les systèmes d'IA qu'on développe pour fonctionner tout seuls. Par exemple, les robots qui vont se déplacer, naviguer, se déplacer sur un terrain, etc., mettons sur la planète Mars. Donc il n'y a personne là pour subir les conséquences, sauf le robot lui-même. Mais comment garantir finalement que ce système autonome, parce qu'il prend ses décisions, alors il faudra revenir sur le mot autonome, il prend ses décisions et il décide de partir à gauche, à droite, etc. Donc c'est lui qui a évalué la situation, qui a déterminé qu'il fallait prendre tel ou tel choix, telle ou telle décision. Et comment garantir, étant donné que le terrain, on ne le connaît pas a priori, que la perception est incertaine, que le déplacement lui-même est incertain, il peut avoir des glissements, etc. Donc dans un cadre complexe comme ça, comment faire en sorte que la sûreté de fonctionnement du système soit assurée? Et là, il y a eu aussi un certain nombre de méthodes qui ont été élaborées, comme je disais, la vérification de modèles, par modèle, ou les redondances, etc. Enfin, un peu comme on faisait pour les avions. Mais la difficulté est arrivée avec les systèmes d'apprentissage automatique qui étaient connus déjà, mais qui n'étaient pas très utilisés dans ce domaine-là. Enfin, les systèmes à base de réseaux de neurones et d'apprentissage statistique, et qui ont émergé comme étant très performants à partir pratiquement du début du XXIe siècle, et qui ont remplacé finalement les autres systèmes. Or, il y a une véritable difficulté à développer des techniques de sûreté de fonctionnement pour des systèmes statistiques, simplement par leur nature statistique. Et il y a en quelque sorte une contradiction entre faire un système qui qui exploite, disons, les données d'une manière suffisamment importante pour faire des prédictions, pour faire des décisions qui sont suffisamment précises, disons. Et si on met par-dessus, ou si on le contraint à ajouter des capacités du genre, par exemple, l'explicabilité, on va voir ses performances se réduire. Parce que, à cause de la manière dont les systèmes fonctionnent. Et donc beaucoup de gens, beaucoup de concepteurs, beaucoup de développeurs ont plutôt pris le parti de dire, on fait le système comme ça, et puis on donne une certaine précision, et puis voilà, on l'utilise dans ces conditions-là.
Non, là, je pense que c'était un peu trop rapide. Personnellement, je pense que c'était un peu trop rapide, à tel point d'ailleurs que les méthodologies en question ont été oubliées, quoi. Euh, et, euh, et je pense qu'il y a aussi quand même des leçons et des méthodes de conception architecturale, comment organiser les systèmes. Donc, par exemple, je parlais de redondance tout à l'heure pour l'avion. On peut parler de redondance pour des systèmes d'IA. Il n'y a pas d'objection, de principe à dire, bon, voilà, j'ai un système IA numéro 1, numéro 2, numéro 3. Tous les trois sont conçus pour, par exemple, permettre d'interpréter, je prends un domaine risqué, des radiographies, des images médicales, d'IRM médicales, etc., dans lesquelles on veut détecter des tumeurs ou n'importe. Au lieu d'avoir un système qui va donner le résultat avec une certaine précision, mais qui peut se tromper complètement, justement à cause de la nature statistique. N'oublions pas, et c'est important de le souligner, que ce sont des systèmes qui font des corrélations. Il n'y a pas de raisonnement causal, il n'y a pas d'identification vraiment de la nature de la chose, c'est juste statistique. Et statistique par corrélation. Donc on peut faire de mauvaises corrélations. Ce qui signifie que la précision qui est annoncée, si c'est un critère de choix, en fait, la précision peut être bonne, mais le résultat complètement faux. C'est ça qui est quand même un piège. Et par conséquent, ce que je voulais dire, c'est que si vous mettez, au lieu de mettre un système, vous en mettez 3, mettons. Et puis vous faites un vote majoritaire sur le résultat. Vous allez, effectivement, s'il y a un système qui se trompe et les 2 autres qui ne se trompent pas, ça va. Mais vous réduisez la probabilité que l'ensemble fasse une mauvaise interprétation. Ce n'est pas impossible, mais vous réduisez la probabilité considérablement. Bien sûr, ça coûte peut-être pas 3 fois plus cher parce qu'il y a 3 systèmes, parce que on va vous faire un prix. Mais bien sûr, ça coûte plus cher à faire. Et là aussi, il y a ce problème qui fait que, puisque ça coûte plus cher, on ne va pas le faire. Donc, il y a quand même des méthodes applicables, mais tout ne l'est pas. Et du moment qu'on a en quelque sorte abandonné l'idée de les rendre sûrs de fonctionnement, on ne met pas l'effort nécessaire pour faire de nouvelles recherches, développer et trouver des méthodes adéquates. Je me permets de revenir quelques instants sur le risque dont on parlait au niveau de l'extinction de l'humanité. Vous nous avez donc dit qu'une intelligence artificielle qui, à quelque part, sciemment choisirait de se retourner contre les humains est peu probable. Mais par contre, que cette fonction d'optimisation qui, à quelque part, pourrait amener à des résultats inattendus et potentiellement indésirables, elle, on l'observe déjà potentiellement aujourd'hui. Finalement, lorsqu'on regarde les scénarios avancés par les gens qui pensent que l'IA pourrait amener à une extinction de l'humanité, est-ce qu'on ne se retrouve pas aussi un peu dans ce genre de scénario d'optimiser à tout prix une fonction qui a été peut-être mal définie parce qu'elle est extrêmement difficile à définir? Je prends par exemple l'exemple de Nick Bostrom qui, dans son livre Superintelligence, parle des trombones en disant l'intelligence artificielle, on la programme pour qu'elle produise le plus de trombones possible et elle va finir par utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire le plus de trombones possible. Alors c'est bien sûr un exemple caricatural, mais est-ce que ce genre de fonction d'optimisation implémentée dans des IA très puissantes pourrait amener à ce genre de risque tel que l'extinction de l'humanité? Alors, ce que je trouve intéressant dans cet exemple, je connais bien le livre de Nick Bostrom, ce que je trouve dans cet exemple d'un livre qui s'appelle Superintelligence, et dans lequel il développe Superintelligence, c'est qu'il prend un exemple d'intelligence stupide, justement, et non pas de superintelligence. Parce que, en fait, effectivement, le système dont la mission était de fabriquer le maximum de trombones a maximisé, optimisé la fonction, et il a détourné toutes les ressources de l'humanité, n'est-ce pas, pour fabriquer des trombones où il n'y avait plus personne pour les utiliser, d'ailleurs. Mais ça, c'est parce que la tâche était mal spécifiée, bien sûr, mais surtout le système, qui était juste un simple,
en quelque sorte, système d'optimisation. Et donc, il optimise sans rien comprendre. Et toute la description du cas, d'ailleurs, c'est que le système ne comprend rien. Même s'il détourne toutes les ressources de l'humanité, il ne comprend rien à ce qu'il est en train de faire. Il est fixé sur l'objectif trombone. Donc, ce n'est pas de la super-intelligence. Ce n'est pas de l'intelligence de niveau général, de niveau humain. L'intelligence de niveau général, c'est une intelligence qui comprend, au moins comme les humains comprennent. Comprendre est un mot compliqué à expliquer. Hein. Parce que qu'est-ce que ça veut dire comprendre c'est difficile. Mais au moins comprendre, ça signifie quand même conceptualiser et être capable de raisonner sur l'environnement, sur ses objectifs, sur bâtir une... J'allais utiliser le mot intelligence, mais au sens de intelligible, quoi. Quelque chose qui tienne compte finalement de l'ensemble des facteurs. Par exemple, voilà, j'ai une tasse là devant moi. Je montre des centaines de milliers d'images de tasses à un système d'intelligence artificielle. Il est capable, grâce à cela, de reconnaître une autre tasse, statistiquement, disons, proche, et il ne comprend toujours pas ce que c'est qu'une tasse. La tasse, pour lui, c'est simplement cette corrélation de pixels sur les images. Mais dites-lui, c'est quoi une tasse? À quoi elle sert? Il ne sait pas. Il ne peut pas savoir sur la base de cette information. Donc, on est un peu dans ce cas, c'est-à-dire on développe une intelligence artificielle qui est en fait pas si intelligente que ça. Elle sait reconnaître toutes les tasses du monde et elle peut même savoir reconnaître les chaises, tout ce que vous voulez. Hein. Mais reconnaître sur la base du fait que j'ai appelé ça une tasse et que je lui ai fourni des images de tasses et non pas sur le fait de, effectivement, avoir utilisé les tasses, comprendre que c'est un récipient, qu'on peut faire des choses avec et qu'on peut même faire des choses inattendues avec. On peut faire ce qu'on veut avec une tasse, d'une certaine façon. Pas seulement boire dedans. On peut faire autre chose. On peut l'utiliser comme support. Enfin bref, ça c'est donc l'inventivité en quelque sorte. Mais il ne comprend pas. Donc, tant qu'on n'a pas atteint ce niveau de compréhension, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle générale. Donc, restons à parler d'intelligence artificielle, enfin, parlons mieux, plus exactement, d'intelligence artificielle stupide, et essayons de la cadrer, c'est-à-dire que l'usine de trombone, essayons de la cadrer pour qu'elle ne fasse pas ça. Et ça n'exige pas beaucoup plus, à mon sens, que les méthodes de sûreté de fonctionnement que j'évoquais tout à l'heure. D'accord. Et plutôt que de dire comment on va faire quand le système va décider de l'extinction de l'humanité sciemment. Hein. Le mot sciemment est important parce que la fabrique de trombone, elle n'a pas fait ça sciemment. Et c'est vrai que dans l'exemple, Nick Bostrom, il me semble, définissait un peu l'intelligence comme le fait de réussir à accomplir un objectif. Et donc dans ce cas, évidemment, l'IA qui transforme l'univers entier en trombone arrive très bien à réussir cet objectif. Mais par contre, c'est vrai qu'elle a fait que suivre une fonction d'optimisation pour un objectif tout à fait stupide. Et développe d'ailleurs ce qu'il appelle la thèse de l'orthogonalité, le fait que plus ou moins n'importe quelle quantité d'intelligence peut être mise pour suivre un but tout aussi stupide. Et on le voit d'ailleurs parfois aussi chez les humains, des humains qui sont brillants dans ce qu'ils font, mais qui vont dédier leur vie à essayer de gagner le plus d'argent possible, par exemple, malgré toutes les conséquences négatives que ça peut avoir pour d'autres personnes. Oui, parce qu'ils ont rendu leur intelligence, à mon avis, plus étroite. En intelligence artificielle, on parle de narrow AI, intelligence étroite ou générale, donc, ou générale. Et justement, à chaque fois qu'on trouve un exemple d'intelligence artificielle qui, disons, fonctionne à l'encontre de nos valeurs ou de la vie des êtres humains, il se trouve que finalement, elle n'est pas si générale que ça. Et donc, si elle n'est pas générale, elle devrait être plus facilement contrôlable avec les outils
qu'on connaît, ou bien des outils qu'on peut adapter. La question n'est pas là. Mais c'est là qu'il faut regarder prioritairement. Or, on regarde beaucoup, et je peux le comprendre d'une certaine façon, mais c'est une question d'équilibre. On regarde beaucoup l'idée de comment imaginer le grand bouton rouge sur lequel on pourrait appuyer sans que l'intelligence artificielle générale nous en empêche, parce que si elle sait qu'elle a un bouton rouge, bah, elle va empêcher l'accès au bouton rouge ou bien essayer de déconnecter ce qu'il y a derrière. Et ça veut dire qu'elle a une telle capacité d'anticiper et de lutter pour sa propre survie. Alors, là aussi, tout ça, c'est une question de conséquence. Si on dit qu'elle va lutter pour sa propre survie, en fait, elle ne va pas lutter pour sa propre survie. C'est parce que sa survie est indispensable à accomplir la fameuse tâche idiote. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas la tâche qui est idiote. Enfin, je veux dire, c'est le processus. Mais donc, c'est pour ça que je dis, c'est très bien. D'ailleurs, demain, il y a une conférence à laquelle je participe sur la safety, sur la sûreté de fonctionnement, enfin, au sens aussi l'intelligence artificielle générale, etc. Donc oui, c'est intéressant et il faut s'en préoccuper. Et d'ailleurs, en s'en préoccupant, on peut améliorer nos systèmes d'intelligence artificielle. Mais je trouve que c'est un peu disproportionné et qu'on ne traite pas suffisamment les problèmes déjà présents, qui sont identifiés, et on ne traite pas non plus, pas seulement les problèmes qui sont déjà présents, mais la manière dont on développe l'IA elle-même pour que, quel que soit l'usage qu'on en fait, elle soit sûre de fonctionnement. Donc finalement, vous pensez qu'on va réussir à trouver des solutions pour que cette intelligence artificielle ne suive pas bêtement cette fonction d'optimisation jusqu'à la fin de l'humanité. On va réussir à trouver des solutions de sécurité qui finalement sont moins compliquées que ce que peuvent dire d'autres chercheurs dans le domaine. D'abord, je ne dis pas que c'est facile, à cause de la nature statistique des systèmes, hein, mais il faut qu'on regarde là. On ne le fait pas suffisamment, on ne le fait pas assez. Et donc c'est juste une question de proportionnalité, quoi, sur quoi on se préoccupe, sur quoi on tourne le discours. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utile de, effectivement, traiter le problème d'une éventualité de réalisation d'un système général. Malheureusement, quand même, chaque fois qu'il y a des exemples, des illustrations, c'est toujours le système qui a soit la tâche mal définie, soit la fonction, donc finalement, qui va être le moteur du fonctionnement du système qui est mal défini. Alors, préoccupons-nous du fait que, étant donné qu'on a des systèmes statistiques, comment les rendre plus sûrs ? C'est une question qui me semble tout à fait importante à traiter. Plutôt que de dire a priori, l'intelligence artificielle générale est derrière la porte, et il faut absolument faire, elle n'est pas encore derrière la porte. Et d'ailleurs, là aussi, de mon point de vue, je ne sais même pas trop comment faire pour construire une intelligence artificielle générale. Parce qu'on n'a pas compris, finalement, au fond, les mécanismes nécessaires. Je reviens, par exemple, OpenAI, ChatGPT, on parlait tout à l'heure, c'est un système d'apprentissage statistique. Donc, il y a des gens qui pensent que en augmentant les données, en augmentant la taille des modèles, la statistique va pouvoir être suffisamment, disons, grande pour capturer, c'est-à-dire capturer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire refléter toutes les connaissances, en gros. Donc, dans cette statistique, il n'y a pas de causalité, hein. C'est de la corrélation, il n'y a pas de causalité, c'est-à-dire il n'y a pas de raisonnement causal. Il n'y a pas non plus de réalité du monde, c'est-à-dire qu'on est en train d'apprendre sur des textes, des images, etc., qui sont fournis, qui sont là sur Internet, etc.,
qui sont le reflet du monde, mais qui ne sont pas le vrai monde. C'est-à-dire que le système n'interagit pas, ce n'est pas un robot au sens... voilà. Et même si c'était un robot, il faut voir comment il interagit avec le monde. Donc, il n'y a pas cette interaction avec le monde physique, c'est-à-dire il n'y a pas le bon sens, ce qu'on appelle le bon sens, c'est-à-dire ce qu'on sait, nous, humains, pour avoir vécu, pour vivre dans le monde réel, hein, qui fait qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas et certaines choses qu'on fait. Et donc, la limitation, en fait, découle de ce fait. Et je disais, donc, il y a des gens qui pensent qu'en développant suffisamment de statistiques, on va capturer la réalité et voilà. Et puis il y a des gens qui pensent non, que c'est pas vrai, et je suis de ceux-là. C'est-à-dire que statistique n'est pas causalité. Je peux dire que, par exemple, il y a un exemple que je donne parfois, si on met un système d'IA qui observe un verger avec des pommiers et qu'il regarde, il voit les pommes tomber quand elles sont mûres. Il voit les pommes tomber. Statistiquement, il peut construire un modèle du fait qu'à un moment donné, la pomme tombe. C'est-à-dire, il peut prédire éventuellement que les pommes vont tomber ou que telle pomme, avec certaines circonstances statistiques, va tomber. Mais il ne va jamais élaborer une théorie de la gravitation, comme l'a fait Newton, en voyant une pomme tomber. Donc, la théorie de la gravitation, c'est quoi? C'est une conceptualisation, c'est une abstraction des observations. Donc certes, on peut faire de la statistique, je veux dire, la recherche scientifique avance aussi comme ça, avec des expérimentations. Pas forcément en très grand nombre, on leur demande simplement d'être répétables dans les mêmes circonstances. Et après, on élabore une théorie qui a le pouvoir de prédiction. Et cette théorie est causale, c'est-à-dire qu'on identifie les paramètres qui contrôlent finalement le processus, et on voit comment, en les modifiant, le processus se reproduit ou pas, et donc on a des théories. Et ça, je ne vois pas très très bien comment un système statistique peut le faire. Donc, oui, la nature statistique même des systèmes, qui est inhérente à la manière dont on fait de l'IA aujourd'hui, montre que, les limitations montrent qu'on ne va pas y arriver comme ça. Si on veut faire de l'intelligence artificielle vraiment générale, il faut peut-être regarder aussi ailleurs. De nouveau, je ne sais pas si c'est possible, mais on ne regarde pas ailleurs. On répète, on continue dans une direction qui, à mon avis, est théoriquement connaît ses limites. Dans cette volonté que vous avez également d'intégrer plus de sécurité et d'éthique dans l'intelligence artificielle, l'Union européenne a récemment adopté une réglementation sur le sujet, l'IA Act en anglais. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans les grandes lignes en quoi consiste cette réglementation? Alors, cette réglementation européenne, c'est la seule en fait maintenant du monde qui soit globale, c'est-à-dire qui traite de tous les éléments de l'IA. Il y a d'autres réglementations ailleurs, par exemple même en Chine, il y a des réglementations mais qui sont spécifiques. Donc l'Union européenne, en fait, dans sa stratégie de développement de l'IA, a voulu, en pensant un peu loin, donc je vous parle des années 2017-2016, voir comment on peut développer, et connaissant les problèmes de biais, de discrimination, par exemple, qu'on a évoqué tout à l'heure, et puis d'absence de sûreté, enfin voilà, toutes les questions qu'on a évoquées, a voulu orienter le développement de systèmes d'IA qui soient plus vertueux, disons, voilà, qui ait moins de problèmes. Et de voir comment faire ça. Donc, en fait, la première démarche, on parlait de problèmes d'éthique à l'époque, on en parle toujours, mais c'était plutôt nouveau. La première démarche, c'est de dire quels sont finalement les problèmes éthiques qui se posent. Et quand on parle de discrimination, il y a un problème éthique, par exemple, et comment les cadrer.
Et la deuxième question, c'est comment investir pour développer de l'IA qui soit effectivement utile, qui encourage l'industrie européenne à la construire et et donc trouver des financements pour ça, et qui soit en même temps basé sur des fondements éthiques. Donc ça a commencé un peu comme ça, avant d'arriver à un règlement, et donc il y a un groupe d'experts de 52 personnes dont je faisais partie, qui a élaboré des recommandations éthiques, ce qu'on appelle des orientations éthiques pour une intelligence artificielle de confiance. Alors le mot confiance, il faut bien le comprendre, qu'il s'agit d'utiliser, de développer des systèmes d'IA et de les utiliser en ayant confiance dans le fait que leur fonctionnement correspond bien à ces critères à la fois de sûreté de fonctionnement, d'équité, de respect de la vie privée, de gouvernance de données, de redevabilité, c'est-à-dire qu'il a des responsabilités à identifier, de contrôle humain, c'est-à-dire que les êtres humains ne soient pas dépossédés finalement de leur capacité de décider, de protection de l'environnement, ce qu'on appelle le bien-être environnemental, mais aussi social, c'est-à-dire les dangers, limiter les dangers sur la démocratie, sur les valeurs, etc. Et de transparence, c'est-à-dire qu'on puisse comprendre finalement comment le système aboutit à tel ou tel résultat. C'est la question qu'on évoquait tout à l'heure. Donc ça, c'est ça ce qui était traduit par les orientations éthiques. Et sur cette base-là, la Commission donc, a proposé un texte de loi. Le texte de loi ne reflète pas ces valeurs, il s'appuie dessus. Et la Commission a dit, notre but n'est pas de réglementer tout et n'importe quoi, ça n'a pas d'intérêt, et de toute façon, on ne saura pas vraiment le mettre en œuvre. Et d'ailleurs, la plupart des applications de l'IA qui vont être mises sur le marché sont des applications qui ne présentent pas tellement de problèmes. Il y a simplement certaines, c'est la théorie de la Commission, hein, et donc ce n'est pas la peine de les réglementer. On va réglementer plutôt celles qui présentent quelques sujets de préoccupation. Donc c'est une approche dite basée sur le risque. Donc plus le risque de l'application est élevé, et plus ce sera réglementé, voire interdit. Alors qu'est-ce que ça veut dire risque ? Et qu'est-ce que ça veut dire réglementé ou interdit ? Risque, ça veut dire qu'il y a une certaine probabilité qu'un danger, quelque chose de mauvais, de dangereux, se passe par l'utilisation du système d'IA. Donc c'est un danger, c'est quelque chose de négatif, quoi. Donc s'il y a une certaine probabilité multipliée, c'est la formule peut-être à trouver, hein, mais en gros la combinaison de la probabilité que le système provoque une conséquence négative, si elle est élevée, il faut soit interdire le système, ça dépend, soit lui donner des contraintes à son développement et son usage. Donc ça, c'est système interdit, système à haut risque. Et si le risque est moyen, on va juste demander quelques exigences de transparence, c'est-à-dire que les concepteurs, les fabricants doivent nous dire, déclarer, documenter quelles sont par exemple les données qui ont été utilisées pour l'apprentissage ou un certain nombre de choses comme ça, mais sans obligation autre. Et puis, la plupart des systèmes, il n'y a pas de règlement. Il n'y a pas d'interdiction ni rien. Alors, les systèmes à haut risque et les systèmes interdits, c'est des systèmes qui présentent des risques. Pourquoi ? Des risques pour la santé, la sécurité et les droits humains. Donc, par exemple, des systèmes qui sont destinés à faire de la notation sociale, c'est-à-dire observer le comportement des gens dans la rue et puis décider que un tel et un tel, parce qu'ils ont été vus, par exemple, en traversant la rue de travers, eh bien, ils ont une mauvaise note. Et ça leur enlève certains de leurs droits. Ça a des conséquences.
Et bien ça, c'est détecté par les systèmes d'IA, bien sûr. Et bien ça, c'est interdit. Les systèmes à haut risque, c'est quoi? C'est des systèmes qui sont admis, qui sont acceptés, mais qui doivent être réglementés parce que leur usage peut présenter des risques. Donc typiquement, par exemple, un dispositif médical, on parlait d'imagerie médicale tout à l'heure, c'est à haut risque. Pourquoi? Parce que la santé humaine est en jeu. Si le système se trompe, il y a danger peut-être de mort de la personne. Donc c'est risqué. La mort de la personne, c'est vraiment très haut risque. Et ça peut arriver. Et donc, ces systèmes, ils ne sont pas interdits parce qu'ils peuvent être utiles. Ils doivent être simplement bien vérifiés, certifiés avant leur mise sur le marché. Et notez que la loi ne concerne que ce qui est mis sur le marché. Hein. On ne réglemente pas la technologie, on réglemente les dispositifs mis sur le marché. Et si, par exemple, un système est destiné à la surveillance, je ne parle pas de notation, hein, je parle de surveillance, dans certaines conditions, il y a des systèmes de surveillance, de foule, etc., qui sont déployés, ce n'est pas interdit, mais il faut vérifier un certain nombre de contraintes, de critères, et les mettre en œuvre. Etc. Donc, tout ce qui peut avoir un effet nuisible, disons, sur la santé et les droits humains, soit est interdit, soit à haut risque. Et essentiellement, quand je dis à haut risque, la conséquence, c'est qu'il doit être certifié avant la mise sur le marché, en gros. Voilà. C'est ça la philosophie de la loi en question, qui a mis quand même quelques années à être élaborée. Au cours de ces quelques années, l'IA s'est développée. Donc au début, par exemple, c'est-à-dire en 2021, où le premier texte de la loi élaboré par la Commission est apparu, c'était un premier brouillon destiné à être discuté avec les États membres et avec le Parlement, on ne parlait pas d'IA générative. ChatGPT n'était pas encore sur le marché, d'accord? Donc on savait que l'IA générative existait, puisque les articles, etc. existaient. D'ailleurs, c'était dans le rapport de groupe d'experts. Mais ce n'était pas dans le règlement, parce que ce n'était pas quelque chose d'anticipé comme venant sur le marché. Et il est arrivé en cours de discussion, d'élaboration avec la Commission, les États et le Parlement. Donc il y a des articles qui ont été rajoutés pour tenir compte des systèmes de fondation, des systèmes d'IA générative, etc., et de la responsabilité de ceux qui les développent et les déploient. Voilà, donc la philosophie de cette loi qui entre en vigueur donc progressivement, comme j'ai dit, aujourd'hui avec les systèmes interdits. Après, il y a les règles de conduite qui sont un cadre où les industriels acceptent, donc ce n'est pas obligatoire, de prendre certaines mesures dans le développement des systèmes qui ont été élaborés ces derniers mois. Donc ça, c'est dans quelques mois, ça va être mis en place. Après, il y a les questions aussi de développer ce qu'on appelle des bacs à sable expérimentaux, c'est-à-dire des bacs à sable, quoi? Ça veut dire qu'on peut expérimenter sans respecter la réglementation en vigueur et donc avoir l'autorisation de ne pas respecter la loi pour expérimenter et développer des systèmes nouveaux. Et puis après, il y aura les systèmes à haut risque, donc ça c'est au bout de 3 ans. La loi a été votée en juillet 2024. Et donc, à ce moment-là, elle entrera pleinement en vigueur. Donc, c'est ça la philosophie. C'est pas une loi qui a été... Enfin, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est une bonne chose. Certains pensent que ça va ralentir l'innovation européenne. À cet égard, je pense que la réglementation ne ralentit pas l'innovation, au contraire, elle l'oriente dans un sens plus positif, mais elle ne l'empêche pas. Ça empêche ou ça réglemente certaines innovations qui ne sont pas forcément souhaitables, évidemment.
Et, et d'autre part, elle encourage, parce qu'elle va financer aussi, enfin pas la loi, mais la Commission et les États, l'innovation dans un sens donné plutôt que dans un autre. Et on aura normalement plus de confiance dans l'utilisation de la technologie. Donc c'est quelque chose qui me semble, moi, positif. La réglementation ne ralentit pas l'innovation, et de nouveau, je dis, elle l'oriente dans une direction qui est plus bénéfique. Et pour preuve aussi que la réglementation n'est pas un obstacle à l'innovation, je peux poser la question suivante. Jusqu'à présent, on dit que les États-Unis sont beaucoup plus avancés et la Chine est beaucoup plus avancée que l'Europe en matière d'IA. Pourtant, la réglementation sur l'IA n'est pas encore appliquée. Elle n'était même pas pensée qu'on disait déjà que l'Europe est en retard par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine. Il n'y avait pas de réglementation. Alors, qu'est-ce qui a empêché l'Europe d'être au même niveau que les États-Unis et que la Chine? C'est certainement pas la réglementation, donc c'est autre chose. Et si c'est autre chose, il faut peut-être regarder quelle absence de politique, ou peut-être quelle absence de réglementation a provoqué ce retard. Faut peut-être regarder quelle absence de financement a provoqué ce retard, quelle absence de structure économique ou d'organisation scientifique a empêché ce retard. Et c'est certainement pas la réglementation. Donc, je pense qu'au contraire, la réglementation va pousser dans la bonne direction. C'est un excellent point. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on entend quand même vraiment beaucoup ce contre-discours. Les gens disent oh mon Dieu, on est dans la course à la technologie la plus importante de notre siècle et on va se faire dépasser par les États-Unis, la Chine, on va se retrouver à être un non-numérique. Enfin, vraiment des conséquences absolument désastreuses si on met en place trop de réglementation, quoi. C'est un discours qui a beaucoup de voix dans les médias notamment. Il a beaucoup de voix, effectivement, parce que les gens qui pensent ça s'expriment, et ils ont bien sûr tout à fait le droit et raison de s'exprimer, mais je pense qu'ils ne font pas suffisamment d'analyse justement sur les leçons qu'on devrait tirer du passé, de pourquoi on en est arrivé à une situation où notre système économique et technique et scientifique n'a pas été aussi innovant, alors que rien ne l'en empêchait en toute rigueur. Il n'y a pas de réglementation. Rien ne l'en empêchait. Donc c'est quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce qu'en Europe, il n'y a pas des grands acteurs de l'IA comparables? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas des acteurs de l'IA, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de grands acteurs de l'IA comparables à ceux qui existent aux États-Unis ou ceux qui existent en Chine? On peut se poser la question. On peut même se poser la question, sans parler d'IA, parce que c'est les mêmes, sur les acteurs du numérique. Donc pourquoi on n'a pas en Europe l'équivalent ou le similaire de Google, Amazon, Meta et Apple? Pourquoi? Est-ce que vous sauriez répondre à cette question? C'est une question compliquée parce que je n'ai pas la prétention de connaître tout ce qui... enfin, la manière dont le système européen fonctionne est compliquée. Mais je vais retourner à l'aviation pour donner un exemple. C'est Airbus. Donc, avant Airbus, qu'est-ce qu'on avait? On avait des industriels européens de l'aviation et de l'aéronautique. En France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni en particulier. Et pas seulement, mais... Et les gouvernements ont décidé de les réunir dans une structure qui s'appelle Airbus. Donc, en fait, ils ont résolu tous les problèmes qui se posaient au fait que c'était des industriels différents, concurrents, qui n'avaient pas non plus la même culture,
et puis en plus se disséminer sur le territoire européen. Et évidemment, chacun tenait à sa souveraineté en la matière, etc. Pourtant, tous ces problèmes ont été résolus et on a Airbus qui est devenu quand même un acteur non négligeable dans l'aviation civile, voire militaire, mondiale. Ben, ça veut dire qu'il y a eu une initiative politique qui a mobilisé, qui a su mobiliser à la fois les acteurs du domaine et les financements nécessaires derrière pour se lancer dans cette opération. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait eu? On aurait eu essentiellement Boeing dans le monde occidental, hein, grosso modo. Enfin, c'est lui qui a dominé le marché. Et puis peut-être d'autres acteurs auraient émergé. Peut-être on aurait des avions chinois, je ne sais pas, ou indiens, voire brésiliens. On en a déjà des Brésiliens. Et donc c'est une volonté d'abord, et c'est des moyens qu'on mobilise pour cette volonté. Et je crois que il y a eu des volontés, il y a eu des velléités. Je me souviens, en France, on avait, dans les années 70-80, ce qu'on appelait le plan calcul, qui n'a pas tenu le coup, quoi. Je pense parce qu'il était, à l'époque, certes soutenu, mais pas assez, et que ce n'était pas forcément la dimension européenne. Mais je pense que c'est là, donc cette volonté qui n'était pas suffisante, et les moyens donc mis derrière n'étaient pas suffisants, et puis peut-être un certain relâchement, c'est-à-dire à partir du moment où sont arrivés sur les marchés les premiers systèmes non européens ou non français, eh ben, on les a utilisés. Et à partir de ce moment-là, je dirais que la volonté s'est encore amoindrie de créer sa propre technologie. Bon. Pour finir, je vais vous poser la traditionnelle question de fin que je pose à tous mes épisodes. Si vous étiez sur scène avec un micro dans la main et avec l'humanité entière face à vous, que vous pouviez transmettre un message pendant quelques minutes, qu'est-ce que vous aimeriez dire ? J'aimerais dire que l'humanité, jusqu'à présent, a réussi à survivre et à prospérer parce qu'elle a su trouver les valeurs humanistes qu'il fallait mettre en avant et respecter, et non les intérêts particuliers et finalement l'idée de domination des autres, et que c'est uniquement parce que justement essentiellement l'être humain est un être social qu'il a pu survivre depuis que les premiers humains sont apparus, parce que finalement, face à la nature, il était assez démuni. Donc, ce qui a fait sa force et son développement intellectuel, c'est-à-dire le développement de son intelligence naturelle, c'était de vivre en société. Et pour vivre en société, il faut savoir développer des mœurs, des relations qui respectent les autres. Et c'est comme ça que, finalement, on peut bien vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle la vie bonne, hein, ce que les philosophes grecs appelaient la vie bonne. Et les philosophes grecs ont mis en avant, entre autres, pour l'atteinte de cette vie bonne, les vertus humaines, les vertus que chaque individu doit posséder ou doit avoir ou mettre en avant. Parmi ces vertus, il y a le courage, mais il y a aussi la bienveillance. Et donc, c'est ça qui fait que nous sommes des êtres humains et que nous ne vivons pas dans une jungle, déjà que nous existons, je pense, et que nous ne vivons pas dans une jungle où chacun est prédateur ou proie. Et que si nous oublions ces fondamentaux, c'est là le véritable danger de l'humanité. C'est pas l'IA, c'est
la mésintelligence, la mésintelligence humaine qui nous guette et qui, malheureusement, dont on voit beaucoup de signaux en ce moment. Pour ça, il faut réagir, évidemment, il faut garder ça en tête. Et l'intelligence artificielle, il faut la considérer dans notre boîte à outils comme un moyen pour finalement nous permettre de construire cette vie commune, cette vie ensemble, et non pas pour la détruire. Et non pas pour considérer qu'on a finalement le moyen de dominer les autres ou de les influencer, mais les moyens de faire ensemble, en tant qu'humanité, une société diverse et une société qui finalement s'épanouisse. La technologie, ça doit servir à l'humanité, à son bénéfice, à son épanouissement et à la vie commune. Raja Chatila, merci. Merci à vous.